Aujourd'hui, on reçoit les 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Vous allez voir, on aborde tous les sujets, des aqueducs aux pistes cyclables. Je vais peut-être même vous faire changer d'idée sur votre vote. L'important, c'est d'aller voter. Très bonne écoute. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de nous donner ta plateforme. Je trouve que c'est tellement important, d'autant plus que la politique municipale est comme un peu la mal-aimée de la politique de façon générale. Moins de participation. Fait que merci de donner d'accès à Ça ta me fait plateforme. plus que plaisir. Mais j'en parlais avec votre équipe avant que vous Oui, arriviez. Le taux de participation, on va en parler tout de suite. oui. C'est quand même triste. Très triste. Parce que Vraiment. c'est vraiment la politique municipale qui change Oui, le plus oui, la vie des gens. Là. oui. Fait que pourquoi vous pensez que la politique municipale est si mal aimée dans la participation de vote? Parce que pour la critique, j'en fais partie, le taux Oui, de critique est élevé par contre. oui. Ben déjà, si tout le monde critiquerait autant qu'ils vont voter, ça irait Oui, peut-être mieux. Mais écoute, je sais pas, tu vois déjà beaucoup de villes au Québec de façon générale, là. oui. Au Québec, là, on a beaucoup d'élus viennent d'être élus par acclamation parce qu'ils n'ont même pas d'adversaire. C'est fou, une ville C'est comme quand même, Terrebonne, puis tout ça. oui, C'est quand même, là. Terrebonne quand même, tu sais, fait que c'est quand même des grandes villes, là, c'est pas des petites villes. Fait que je pense que c'est une méconnaissance aussi aujourd'hui de la politique municipale, tu sais, historiquement, c'est toujours les propriétaires parce qu'eux qui reçoivent le compte de Ouais. taxes et tout. Fait que je pense qu'il y a une grande réflexion quand même à avoir sur comment on va intéresser les gens à la politique municipale. Surtout une ville comme Montréal, tu sais, c'est la métropole du Québec. Presque 2 millions de personnes, quand même. Mais plus que ça, si tu regardes, par exemple, 50 du PIB de la grande région Oui. métropolitaine du Québec, Mhm. c'est Montréal, puis la Oh, oui. grande région. Comme tu disais, c'est 3 millions de personnes. C'est quand même le cœur culturel, économique du Québec. Fait que c'est sûr que c'est inquiétant. Puis d'autant plus que, écoute, le budget, tu sais-tu combien le budget de la ville? 7,2 milliards, 7 200 millions de dollars. C'est quand même Dit incroyable. de même, c'est quand même. C'est quand même C'est pour ça que je beaucoup dis d'argent. 7 200 millions. Parce que Oui, les gens, maintenant, on parle de milliards comme c'était 100 piastres. exact. Donc, Euh, 7 000 millions, c'est hein, énorme. on a de la misère à le dire. Oui, Fait c'est que ça. c'est C'est ça. c'est un C'est truc ça. quand même pas Fait pire. qu'il Hein? y a quand même. Fait que c'est quand même important. Puis ça, c'est sans parler de ce que moi j'appelle la carte de crédit. Hein, avec Oui, quoi tu payes les infrastructures, quand tu payes. C'est quand même la beaucoup d'argent. dette, La dette, le le budget, budget, tout le temps dans le c'est négatif. ça. Mais la ville de Montréal n'a pas de budget, il paraît. La ville de Montréal a un budget. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais respecté. Ben, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai assez rapidement, je suis sortie en disant qu'il fallait qu'on se dégage de la marge de manœuvre. Tu sais, la marge de manœuvre dans la ville n'est pas grande. C'est en bas de 9 là. C'est petit pour une ville comme Montréal. Mais c'est Quand ça. on sait que tout, là, C'est on va ça. tomber là-dedans, les infrastructures, juste avant qu'on aille là-dedans. Fait que là, Oui. on parle de politique Oui. municipale. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, Mhm. voulez-vous prendre un petit 2-3 minutes là, pour dire d'où Bien, vous venez et tout rapidement, ça? moi, je suis originaire du Chili, donc j'ai immigré ici à l'âge de 8 ans. On a fui une dictature au Chili. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. Moi, je suis une fille de la loi 101. Donc, vraiment, je me suis installée dans l'est de Montréal. Donc, je viens d'une famille de travailleurs qui est beaucoup au parcours de l'immigrant. Tu sais, classe d'accueil, apprendre le français, s'intégrer Ça a bien réussi. Oui, bien, donc, je suis quand même fait pas pire, je pense. Fait que, c'est Pas ça. pire. Pas pire, pas pire. Puis ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours été dans le milieu culturel, communautaire, milieu des affaires un petit peu, mais surtout, j'ai fait de la politique municipale en 2005. Donc, j'étais conseillère municipale de Saint-Michel, le quartier dans lequel j'ai entre autres grandi. Puis Vous je me suis revenez à vos retrouvée. amours. Oui, c'est ça. Puis je me suis retrouvée à faire la campagne de Mélanie Joly dans ces quartiers-villes. Et je l'ai suivie à Ottawa. J'ai passé presque 10 ans à Ottawa comme chef de cabinet, mais aussi après comme députée. Et là, comme ministre, j'ai été presque 2 ans ministre. Puis écoute, à chaque fois que je voyageais là, dans d'autres villes, puis dans d'autres à l'international, puis je revenais à Montréal, là, j'étais comme, mais voyons, Montréal, il comme parle plus, là, il est silencieux, C'est difficile. C'est replié difficile. sur nous-mêmes. Puis je trouvais que des villes comme Calgary, tu sais, en train de... En fait, ils nous ont dépassés, entre autres, dans leur capacité d'accueil d'événements, congrès. On est devenu 4e à Montréal. On va en parler là, du palais des Fait que c'est congrès. sûr puis tout. que, tu sais, je regarde ça puis je me disais, ben, tu sais, moi, j'ai-tu envie de servir? Puis la réponse, c'est oui. Fait que j'ai choisi Montréal. J'ai choisi de revenir à mes amours de ma ville, puis espérer servir. Puis surtout, je te dirais, ce que moi, je trouve qu'il me manque à Montréal, puis je faisais l'exercice, puis je te fais l'exercice à toi. Tu sais, Ah. est-ce que toi, là, aujourd'hui, je te dirais, à quoi rêve Montréal? À quoi rêve Montréal dans un monde Oui. meilleur? Mhm. À quoi rêve Montréal? Moi, je pense que c'est plus une stabilité, bon, premièrement économique, puis Mhm. deuxièmement sociale. Oui. Il faut qu'on Oui. aille, justement, on Oui. parle de capacité de tout, là. Mais imagine, c'est des services de base, ça. De base, de Ben la voilà. base.
Mais on peut-tu rêver plus? On peut-tu avoir de l'ambition? C'est fou que je vous réponde ça, moi Mais qui c'est est ça. un ambitieux, là. Mais c'est ça. Juste la base. Mais c'est ça. Fait que moi, ce que je dis depuis le début, c'est que moi, je souhaite redonner à Montréal sa capacité de rêver, puis sa capacité d'avoir de l'ambition. Puis pour ça, il faut juste gérer mieux. C'est ça mon plan. Fait que votre plan passe par une meilleure gestion. Oui. D'un, s'assurer qu'on a du logement. On ne pourra pas faire du développement économique puis du développement social s'il n'y a pas de logement. Puis du logement social et abordable parce qu'on a une crise d'abordabilité à Montréal. On commence tout de suite avec ça parce que c'est dans mes sujets. Oui. Je voulais aller dans la capacité d'accueil des grands événements. On va aller tout de suite dans la crise du logement. Oui. Premièrement, qui n'est pas juste à Montréal. Là. Oui. On va commencer par Oui. le début. Oui. Puis qui n'est pas juste une crise municipale non plus. Là. Ça englobe tous les paliers des gouvernements aussi. Là. Oui. Fait que vous, votre vision là, d'un Montréal, premièrement, qui est capable d'accueillir les gens, logements sociaux. Premièrement, ça prend on dit des portes, là, les fameuses portes, là, ça prend des logements, là, ça presse. Là. Oui. Moi, je te dirais, si tu regardes la plateforme que j'ai présentée, puis j'ai commencé au mois de mars à annoncer des choses parce que j'avais dans ma tête une feuille de route. C'est quoi la feuille de route? Prévenir qu'il n'y a plus personne qui tombe dans la rue. Fait que ça, il faut aider. Il faut que la Ville de Montréal puisse avoir une banque de logements, qu'on peut céder des bails pour que les familles qui perdent leur logement au 1er juillet ne soient pas dans la rue. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui est la crise d'itinérance, c'est une boule de neige. Exactement. Là, avec la crise. Fait qu'on doit arrêter que la population de nos Montréalais qui sont dans la rue augmente. Fait que ça, il faut prévenir. Fait qu'il faut faire des programmes de prévention. Donc, logement, banque de logement, microcrédit. Microcrédit, parce qu'on parle déjà de 5, 6, 7... Les chiffres avancent 5, 6 000 personnes. C'est ça. C'est-tu plus? On le sait pas. Il y a le dénombrement. On va voir les chiffres du dénombrement. Mais ça aussi, puis je vais revenir à cette question-là du data, parce que ça, c'est important. Après, c'est les mesures d'urgence. C'est quoi nos mesures d'urgence? Puis on peut passer halte chaleur l'hiver, à savoir des centres d'hébergement d'urgence qui, actuellement, ils débordent. Puis là, ils débordent. Puis ça crée quoi? Ça crée un clash avec tes riverains puis du monde dans ton quartier. La maison Benoît-Larme, dans le sud-ouest, c'est exactement ça qui arrive. C'est qu'à un moment donné, tu as une capacité, mais là, ta capacité est débordée. Fait que là, les gens sont encore dans la rue. Fait qu'il faut avoir des mesures d'urgence, puis il faut qu'il y en ait des plus petites, un peu plus partout dans la ville, puis il faut avoir une vision de filet social collectif. Tout le monde doit contribuer à ce on donne ce filet social. Parce que on le sait, le Québec est une place avec mais le Canada aussi, une place avec un filet social énorme. On a choisi en tant que population de payer. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions d'avoir un filet social aussi gros? Oui, parce que le coût de ne pas le faire, il est énorme. Gigantesque. Il est énorme sur l'attractivité de notre ville, sur le fait que les gens ne veulent plus aller au centre-ville, que les gens sentent qu'ils ne peuvent plus sortir. Les gens quittent Montréal. Dans les 8 dernières années, on a perdu 300 000 personnes. Je sais, j'en parlais la semaine passée sur les réseaux sociaux. C'est quand même affolant. Énorme, affolant. Et les tendances des années à venir, si on ne fait rien, sont autour de 200 000, les prévisions. Fait que refuge, on s'occupe de ça. Une fois que la personne est dans un refuge puis dans un service d'urgence, comment on l'aide? Bien, il y a une transition parce qu'elle n'est pas capable d'être toute seule encore. Il faut l'aider. Là. Fait qu'on est dans des mesures de transition. Il faut faire du logement de transition. Une fois qu'on a fait ça, bien, on a des logements abordables et sociaux. Il faut en faire. Puis actuellement, on dépend beaucoup de Québec et Ottawa. Puis moi, ce que je propose, c'est de faire un peu les choses différemment. Puis je vais y revenir. Puis le dernier bout qui, pour moi, est super important. Actuellement, à Montréal, on ne construit plus pour l'achat. Mais non. On construit plus pour l'achat parce qu'on se dit, le monde n'est pas capable d'acheter, on n'en fait pas. On construit pour de la location qui est plus abordable. Exact. Puis même qu'il y a des gens qui ont construit pour la location, qui ne sont même pas capables de louer leur logement. Puis le taux d'occupation des nouvelles taux est comme immense. Là. Fait qu'il faut revoir cette structure de financement pour s'assurer qu'on freine l'exode des familles. Mais là, avant qu'on passe là, fait que vous êtes, je comprends bien que le 20-20-20, c'est pas votre truc. Non, ça marche pas. Bien, ça marche pas. Ça a été prouvé, là, je pense. Là. Puis même M. Rabouin, que j'ai reçu tantôt, disait qu'ils ont un nouveau plan parce que le 20-20-20, ça fonctionne pas. C'est le même plan. Tu changes la couverture, puis c'est le même livre. C'est le même chapitre. Là. Exactement. Tu passes de 100 unités à 200 unités, mais c'est la même affaire. Alors, pour vous, comment on fait pour attirer les grands constructeurs? Moi, je te dis la chose suivante. Il faut que la ville pense comme un développeur immobilier. Il faut qu'on réfléchisse comme un développeur. Mais est-ce que la ville doit le gérer, par contre? Non. Ah, OK, parfait. Voilà. Donc, nous, on doit être un meilleur partenaire financier. Le fonds de terrain peut devenir un bail amphithéotique. Oui. Les charges fiscales peuvent être gratuites. On peut dire, moi, je te donne un congé de taxe sur 2-3 ans, dépendamment du modèle financier de chacun des projets. Je peux donner la gratuité des permis.
Je peux donner la gratuité du domaine public. Des fois, quand tu construis, tu mets ta pépine sur le trottoir, là, Ah oui. ça peut coûter cher. Et en échange, bien, on est partenaire. Si tu construis du 10-15 étages, parfait. Moi, je me finance le logement social abordable sur 5 étages supplémentaires. Donc, la valeur future, c'est là-dessus que je vais construire. Je comprends. Très bonne idée. Fait que c'est de financer la construction du logement abordable et social sur l'équité foncière du projet à venir. Ce qu'on ferait tous si tu es propriétaire, tu sais que si tu fais un deuxième étage, tu peux aller te financer avec l'équité Oh, oui. de ton deuxième étage. Puis c'est exactement ça qu'il faut faire. Le fameux leverage. Le leverage, le levier financier. Puis nous, la ville, on est riche, on a des propriétés, on a des terrains, des bâtiments. Alors, il faut qu'on soit capable de faire ça différemment. Et c'est pour ça que moi, je veux mandater la SHDM pour faire ça. L'accès à la propriété, même affaire. Moi, je veux que les jeunes soient capables d'acheter, que les jeunes familles restent à Montréal. Il y a longtemps, la ville avait un programme qui s'appelait Accès Condo. La ville mettait 25 000 $ sur chaque condo pour nouveaux acheteurs. Alors, moi, ce que je dis, c'est je te fais un crédit sur ta taxe de mutation. Tu sais comment ça coûte cher, Oui, ta taxe de oui, mutation? c'est rendu. C'est La ouais. fameuse taxe de bienvenue. C'est quasiment la moitié de ta mise de fonds. Oui, c'est ça. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Fait que, puis, tu donnes aussi, tu dis, ben moi, je vais t'aider à faire ta mise de fonds. Moi, je vais te la prêter, l'argent, pour que tu fasses une mise de fonds. Puis, tu vas me rembourser quand tu vas renégocier ton hypothèque sur l'équité que tu vas faire sur 5 ans. Je comprends. C'est comme ça qu'on va faire, qu'on va vraiment stimuler, la construction de la vente à Montréal, qu'on va stimuler la construction de logements locatifs, mais aussi qu'on va assurer d'arriver à un 20 % de logements abordable et social. Parce que la réalité, c'est qu'on a une population classe moyenne quand même en bas qui fait que... Ben, la classe moyenne a beaucoup... On s'entend. Beaucoup appauvri. On va dire les vrais chiffres, là. Oui. Les vrais mots, excusez. La classe moyenne, c'est beaucoup appauvri. Puis le pouvoir d'achat a vraiment... diminué énormément. Fait qu'imagine le coût que les moyens que tu as pour payer un logement. Fait qu'il faut absolument qu'on augmente le logement abordable parce que sinon, on va perdre énormément de gens. Puis ceux qui veulent acheter, bien, ils n'achèteront pas à Montréal parce qu'ils ne sont pas capables. Exact. Puis la dernière chose, c'est aussi une question d'équité générationnelle. Tu sais, nos grands-parents ont acheté à Montréal à un moment où c'était possible de faire. Abordable. Malgré le taux d'intérêt gigantesque à l'époque. Ben oui, ma mère, elle a acheté à 18 % à l'époque. On parlait tantôt de 19 % mon père. Imagine, c'est ça. Fait que c'est sûr que tu veux t'assurer d'avoir une certaine équité générationnelle, puis on doit être capable d'aider nos familles à rester. Puis le dernier programme que j'ai annoncé cette semaine, c'est de dire il y a à peu près 100 000 unités de logement à Montréal qui sont des unifamiliales ou qui ont la capacité de recevoir une autre unité de logement pour ton père, ton grand-père, ton enfant. Tu sais, moi, ma fille a 25 ans, là, elle habite chez nous. Tu sais, on s'aime, là, mais pas tout le temps. Fait que ça serait le fun que... ça serait le fun on s'aime, mais pas tout le temps. Il y en a qui vont se reconnaître. Oui, c'est ça. Fait que ça serait le fun qu'elle puisse avoir son logement, mais c'est sûr que si moi, j'ai la capacité ou une aide de la ville qui me permet d'avoir un incitatif pour construire une autre unité de logement, mais d'un, je viens de loger ma fille chez nous puis qu'elle est chez nous. Puis potentiellement, quand elle va plus là, ben je viens de mettre un autre logement sur le marché. Fait qu'il faut avoir une autre façon de travailler qui va faire qu'on va stimuler la construction. Toutes les bâtisses vides qui coûtent des dizaines de millions par année à la Ville de Montréal à entretenir, c'est une solution pour sortir des gens de la ville? Oui, absolument. Tu sais, la ville a à peu près 89. Moi, j'en ai identifié à peu près 89. Moi, je parle toujours de la maison. Qui est énorme, là. Qui est énorme, là. Terrain et bâtiment. Moi, je parle tout le temps de la maison sur la rue L'Acadie parce qu'elle est tellement iconique. Montréal a acheté une maison sur la rue L'Acadie il y a 3 ans, plus de 3 ans. Ils l'ont acheté 1,3 million. Ils n'ont rien fait avec. Mais rien, là. On attendait. Elle doit être en train de tomber à terre. Bien, en fait, ils n'ont pas eu le choix. Ils viennent de mettre un avis il y a 3 semaines qu'ils vont la démolir. Mais imagine si on avait acheté... Ils se sont auto-mis un avis. Se sont auto-mis un avis de démolition sur une maison qu'on a achetée nous-mêmes avec notre argent. Au lieu d'avoir acheté la maison, avoir appelé, je sais pas moi, la maison du père ou Mission Oldbury, ou dire, écoute, gré à gré, là, j'ai une maison, as-tu besoin d'avoir une dizaine de chambres là-dedans? Y a-tu du monde qu'on peut aider rapidement? L'avoir rénové, peut-être ça nous aurait coûté 1 million. Il faut vraiment qu'on pense différemment, puis rapidement. Puis pour ça, il faut donner de l'agilité à la ville. Mais la ville, c'est ankylosé au niveau de sa bureaucratie. L'administration, Rabin Plante a embauché, écoute, 3 000 cadres professionnels dans les dernières années. On est passé de 25 000 à 28 000. Exact. Je veux dire, il faut qu'on soit capable d'alléger la structure de la ville. Il faut qu'on soit capable
te donner une efficacité, une rapidité de décision comme celle que je viens de te donner. Fait que oui, c'est une bonne idée d'avoir acheté à 1,3 million dans un contexte qu'aujourd'hui, cette maison aurait valu Ben oui, probablement le plus double, cher. là. Mais d'être un partenaire avec un autre organisme, puis même le privé. Moi, j'ai mis 10 millions sur la table, puis j'ai dit, je veux que le privé, le milieu des affaires, vienne à côté de mon 10 millions. Fait qu'au bout du compte, la première année, je veux 20 millions. Imagine, cette maison sur l'Acadie, là, ça serait réglé, là. Oui. Fait qu'il faut penser différemment. Il faut que la ville soit un meilleur partenaire, puis un partenaire qui ne va pas nécessairement s'attendre toujours à ce que Québec et Ottawa viennent régler le problème. Ben oui, parce qu'on en parlait tantôt, 7,2 milliards, il y a de l'argent qui rentre. Là. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on a besoin de tous les paliers là, pour Bien, avancer. Là. c'est sûr qu'on ne pourra pas jamais le faire tout seul, surtout la question de l'itinérance, parce que c'est une question de santé aussi. Oui. Puis la santé, ben, ça relève de Québec. Fait que comment le gouvernement du Québec peut être un partenaire de la ville? Mais si moi, je dis à Québec, écoute, moi, je vais trouver des solutions, là. Moi, je vais me prendre ma carte de crédit, là, puis je vais aller chercher des plus petits refuges pour gérer la question de l'urgence. Mais moi, j'ai besoin que tu m'aides sur la question de la santé. Parce que moi, je n'ai pas les effectifs sur la santé mentale. Je n'ai pas les effectifs sur des cliniques, mettons, qui se promènent, qui vont donner les besoins en termes de santé à une population qui en a besoin. Moi, la ville ne peut pas faire ça. Mais il faut qu'on soit partenaire. Puis moi, je te le dis, là, Olivier, ce qui me rend folle, c'est qu'à chaque année, l'hiver, il arrive tout le temps. Ça ne changera pas, là. Puis à chaque année, on est en train de se poser la question où c'est qu'on va faire des haltes chaleur. T'sais, à un moment donné, là, on peut-tu avoir un plan sur 4 ans, puis le travailler de façon intelligente, puis coordonner avec tout le monde pour qu'on sache tous ce qu'on a à faire. C'est un Oui, peu ça. 100%. On parle là, justement là, d'itinérance. Là. Bon, l'itinérance, premièrement, c'est une boule de neige. Ça Oui. amène des problèmes de santé mentaux. Ça amène de la criminalité. Mhm. C'est quoi le plan? Au niveau de la sécurité. Oui. Parce qu'il y a, Ouais. on le sait, c'est un gros Ouais. problème. Les crimes violents augmentent. Ouais. C'est quoi Ouais. la stratégie? Mais je vais te dire étonnamment, puis comme ministre du Tourisme, je l'ai vu un petit peu partout, Montréal est somme toute une ville sécuritaire. En termes de crimes, on n'est pas des villes comme on peut avoir trouvé dans certains quartiers, mettons de Philadelphie ou autre. On n'est pas... Mais il ne faut pas se rendre là non plus. Là. C'est ça. Il ne faut pas se rendre là. Mais il y a un sentiment d'insécurité qui a beaucoup grandi parce qu'on a rarement vu autant de crises dans la rue. C'est un peu ça comme ça que je l'appelle. C'est vrai. Fait que ça vient comme... ça vient affecter notre sentiment d'insécurité. Puis c'est une émotion. Tu peux pas dire à quelqu'un, mais non, tu n'as pas besoin de te sentir pas sécure. Il n'y a pas de raison. Ben, tu te sens de même, tu te sens de même. C'est une émotion. Fait que comment tu traites cette émotion? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Moi, j'ai dit que c'est pas juste une question de police. Là, c'est une question de est-ce que certains aménagements au niveau de la ville sont mieux faits? Est-ce qu'ils sont bien éclairés, par exemple? Est-ce que, mettons, quand on te parle du transport en commun, mais si tu prends le métro le soir, on peut s'assurer que le train passe, il y en a plus qui passent plus fréquemment, fait que tu attends moins longtemps dans le métro. Est-ce qu'on met des caméras dans certains endroits de la ville pour aider les policiers, puis pas juste aider les policiers à faire des enquêtes puis savoir qu'est-ce qui se passe, mais aussi alimenter des comités de vigie par quartier pour s'assurer qu'on peut traiter des problèmes qui sont très spécifiques dans certains quartiers, mais que tu ne vis pas nécessairement d'un quartier à l'autre. Moi, j'ai grandi en Saint-Michel. Hein. On l'appelait ça le hood, là, le district 67. Fait que c'est sûr que moi, j'en ai vécu des comités de vigie, puis c'est très efficace. Mais on en a moins. On n'en a pas nécessairement partout dans tous les quartiers. Parce qu'on les a coupés? Non, parce que je pense que la police a fait quand même un travail où elle a intégré en même sur les forces policières des intervenants communautaires qu'on appelle. Donc, je pense que les intervenants font une job de parler avec... Les intervenants de rue, là, je veux dire. Oui, mais en fait, non, tu as des policiers qu'on appelle des policiers communautaires. C'est des policiers, mais qui sont dans une action communautaire. Parce que la police va beaucoup faire de prévention, fait qu'on est vraiment dans le communautaire. Mais je pense que de ramener la question des comités de vigie est une façon de travailler aussi avec des gens qui ne sont pas des policiers. Un leader local, soit d'une église ou d'une association commerciale ou d'un organisme communautaire, un citoyen d'une rue qui connaît tout le monde. Il y a une vigie locale qu'il faut maintenir. Puis ça peut aider aussi beaucoup. Nous, on l'a vu dans Saint-Michel que ça avait grandement aidé dans certains secteurs. Puis ça, c'est ce que j'ai proposé. Puis j'ai proposé aussi d'avoir un registre de caméras volontaires. Donc, toi, tu es un propriétaire ou tu es un locataire, tu as une caméra sur ta maison, tu t'inscris sur un registre volontairement pour contribuer à ce que tes images peuvent être utilisées par la police. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a proposées. Et que les policiers aient des caméras. Pour qu'on revienne avec l'idée que est-ce qu'on peut finalement le faire. Je pense qu'il va y avoir une ouverture à Québec cette fois-ci, plus qu'avant.
Est-ce qu'il y a assez de policiers à Montréal? Ah oui, il y en a assez. C'est pas une question de le Énorme nombre de budget, polices. presque 1 milliard par année. Oui, il y a beaucoup de policiers. Je pense que puis la question de la sécurité, c'est pas juste une question de répression, c'est pas juste une question de présence policière, mais c'est aussi une question de collaborer différemment avec ton milieu dans lequel tu peux avoir des enjeux de sécurité. Et ça, c'est une façon aussi différente de travailler. Mais on peut pas juste penser que les policiers vont régler le problème de sécurité à Montréal. Ben, je pense que c'est un mélange De tout ça. de tout ce qu'on Ouais. on parle. C'est ça. On fait-tu un petit tour infrastructure? Oui! Bon, on sait, on parlait du budget tantôt, 7,2 milliards. Tu veux parler des cônes oranges? Non, Non, même ben, pas? même pas là, ben, pas encore. Même pas. Ah, pas encore. T'es pas rendu au cône orange. Ben, réfection des aqueducs. Oui. Bon, Oui. oui. Le sujet que personne ne veut parler parce que c'est une promesse électorale non sexy. Mhm. Il faut le faire. Oui. Si on regarde la map de tout l'aqueduc, elle est toute rouge à Montréal Mhm. partout, ça casse de partout, elle vélibulation partout. Mhm. Ça coûte extrêmement Mhm. cher. Fait que là, j'ai plein de questions dans ma phrase qui vont toutes revenir à la même. Fait que on ouvre les rues, on referme les rues parce qu'il faut le faire. Les fameuses pistes cyclables, les ci, les ça. Premièrement, je le répète comme toujours, je suis un cycliste, j'utilise les pistes cyclables ici. Est-ce qu'on a les moyens, par contre, parce que là, il y a quand même eu un bon coup qui a été donné là, dans la dernière année, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, de notre nouvelle mobilité à Montréal? Parce que, tu sais, tantôt, on me disait, ça coûte juste 30 millions. OK, mais on dit des chiffres maintenant comme si c'était rien. Là. Fait que, est-ce que c'est quoi le plan de match là, pour refaire ça, payer ça? Est-ce qu'il y a plus de pistes cyclables? Y a-t-il moins de pistes cyclables? Est-ce qu'on concentre notre argent pour des trucs de base? On en parlait tantôt. Là. Mais c'est sûr qu'il faut faire tout ça. Puis comment on fait tout ça? Moi, j'ai dit que... Comment on paye tout ça? On paye tout ça, oui. Moi, j'ai dit que je voulais avoir un état des lieux sur la question des pistes cyclables parce que je pense que la mobilité est une mobilité qui doit être inclusive, sécuritaire, puis fluide. Surtout sécuritaire, parce que c'est pas toutes les pistes cyclables. Hier, j'étais justement dans Rosemont. Je veux juste vous donner le schéma que j'ai vécu. Là. Trottoir, stationnement, piste cyclable, voie pour les autos, piste cyclable, stationnement, trottoir. Et c'est tellement dangereux, du monde partout. Les cyclistes sont pas protégés. Est-ce que ça prend une piste cyclable sur cette rue-là? Peut-être. Est-ce qu'elle est bien placée? Vraiment pas. Je suis un cycliste. C'est très dangereux. Fait que, vous me parlez de sécurité. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Non. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, à Montréal, cette conversation est devenue très polarisée parce que les gens qui ont eu des pistes cyclables sur leur rue, par exemple, dans certains cas, il y en a plusieurs, des personnes qui ne se sont pas senties écoutées, là. Par exemple, un commerçant qui n'est plus capable de se faire livrer de la marchandise, une personne âgée qui va avoir un transport adapté, qui le transport adapté ne peut plus venir la chercher en face de chez eux parce qu'il peut littéralement plus arrêter devant chez eux. Donc, je pense qu'il faut revoir la question de l'aménagement, à savoir qu'on veut de la mobilité, on veut que ça soit fluide, on veut que ça soit sécuritaire, puis on veut que tout le monde soit pris en considération quand on partage l'espace public. Est-ce que Montréal avait besoin de pistes cyclables? Absolument. 100%. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Puis il faut que ça soit des bons projets de pistes cyclables. Est-ce que dans certaines rues, ils ont été mis à la bonne place, de la bonne façon? C'est ça que je veux voir. C'est ça que je propose de voir ensemble. Puis qu'on se retrouve à la fin du compte avec des projets qui vont rallier tout le monde, puis pour lesquels tout le monde va être content. Parce qu'on est fiers de notre ville, puis on va être fiers de dire, bien, on a une ville qui fonctionne pour tout le monde, puis qui est fluide. Je pense que c'est ça, en tout cas, c'est le projet que moi, je propose de faire. Ça, puis avant qu'on retourne en dessous de l'asphalte là, pour parler de la réflexion des aqueducs et tout ça, encore une fois, je repose la question, est-ce qu'on a juste les moyens d'en faire? En ce moment, on n'a pas d'argent. Tu n'as pas les moyens de ne pas le faire. Je veux dire, quand tu regardes, par exemple, le geyser qui a pété là, sur la rue Delorimier. Oh non, les pistes cyclables. C'est ça que je veux dire. Mais c'est parce que si tu vas ouvrir une vue, si tu vas faire des aménagements, je suis d'accord avec vous. C'est aussi bien de regarder c'est quoi le plan de match. Parce 100%. que, tu sais, tant qu'à faire. Moi, ce que j'ai dit, c'est que tu ouvres une rue, tu fais ce que tu as à faire, tu fermes, tu ne touches plus pendant 5 ans. À un moment donné, mais on refait... il faut revoir l'ensemble du projet. Là. Puis en même temps, inclure l'idée de est-ce qu'il y a une piste cyclable qui devrait aller là puis connecter à notre réseau, puis tant qu'à faire, se poser la question. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de regarder comment on améliore la circulation en ville. On voit que de plus en plus, la mobilité, c'est tout. C'est la voiture, c'est l'auto, c'est le vélo, c'est le piéton. Donc, il faut avoir une mobilité qui est planifiée pour tout le monde.
100%. Ce que je dis, c'est que dans les dernières années, on a vu beaucoup de pistes cyclables pousser partout dans des rues qu'on n'aura même pas refait. C'est plus ça. Oui, puis ça revient à dire est-ce qu'ils sont à la bonne place? Puis est-ce qu'elles sont sécuritaires de la bonne façon? Moi, je toujours l'exemple de Port-Royal à Antique. Port-Royal est un quartier industriel important. La piste cyclable a été installée du côté où tous les camions sortent. Est-ce que c'était le bon endroit? Est-ce que peut-être ça aurait été de le faire de l'autre côté de la rue ou sur une rue parallèle? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement qu'on en perde en termes de kilométrage, là, mais c'est qu'on soit dans des bons projets qui respectent tout le monde. Parce que les gens qui chialent, c'est souvent sur justement des artères commerciales, puis tout ça, le monde, ils sont comme ça n'a pas de bon sens que ça soit là. Pourquoi c'était pas sur l'autre à côté? Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui serait plus en accord avec les pistes cyclables si c'était mieux posé. Je reviens aux infrastructures. Bon, il y a plein de chiffres là, qui sortent là, depuis ce matin que je parle à tout le monde. C'est-tu 250 millions? C'est-tu 500 millions par année qu'on met dans la réfection des infrastructures d'aqueduc? On le sait, au Québec, on est chanceux. On a de l'eau potable, beaucoup. Ça coûte 5 milliards de dollars environ aux contribuables par année. On en perd beaucoup. On en perd énormément. C'est quoi le plan de match pour les 4 prochaines années? Moi, je m'inspire beaucoup de ce que Singapour a fait. Singapour a fait un jumeau numérique. Puis, il va calculer quelques affaires, dont le risque. Quel est le risque de faire une rue avant l'autre? Parce que dans le fond, le risque, c'est est-ce que ton tuyau va péter ou va pas péter? Ils vont tous péter ici. Là, oui, mais je peux-tu savoir lequel va péter avant, tu sais? Parce que je peux pas tous les faire en même temps. Fait que mais si on fait ça, est-ce que ça l'éparpille, justement, les cônes oranges les chantiers? Là? Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que Singapour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait la séquence. Dans le rapport de l'intelligence artificielle avec lequel ils nous ont utilisé, c'est bon, le risque, quelle rue je dois faire avant l'autre, c'est quoi la séquence, puis c'est quoi l'impact sur la fluidité de la ville. Au bout de la compte, qu'est-ce qu'ils ont eu? 40 de dépenses moins dépensées. Ils ont des économies d'à peu près 40 puis une fluidité vraiment comme, je pense que c'est comme 50 de plus de fluidité, beaucoup moins d'impact sur les chantiers et en fait, les travaux se font beaucoup plus rapidement parce que tu choisis vraiment quelles sont celles qui sont les plus importantes. Alors, votre administration, on ne pousse pas par en avant les problèmes comme depuis des années, des décennies? Non, en fait, moi, je pense qu'il faut mieux planifier la séquence. Il faut mieux informer aussi les citoyens et les commerçants que les chantiers qui s'en viennent. Les gens devraient savoir, dans 2 ans, je m'en viens avec un chantier. Là. Oui, pas que ça sort de terre. Là, puis là, t'es fermé pour 2 ans. McGill, là, tous les restaurateurs sur McGill, ils ont dit on ferme la rue, puis ils l'ont appris 30 jours avant. Ça ne fonctionne pas. Puis si tu fais ça, c'est quoi la mitigation que tu donnes à ton commerçant? Parce que tu ne veux pas perdre la vitalité de ton centre-ville puis ton vieux port, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être capable d'intégrer dans même nos décisions la question de l'intelligence artificielle. Puis Montréal, on est le hub de l'intelligence artificielle. C'est pas normal que d'autres villes ailleurs au Canada que nous sont en train de faire des projets avec même des compagnies qui sont montréalaises. Tu sais, je veux dire, on l'a vu au fédéral, on est rendu avec un ministre d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Puis les gouvernements vont investir là-dedans. Puis fait qu'il n'y aurait aucune raison pourquoi Montréal n'est pas capable d'aller chercher ces investissements-là. Puis il y a d'autres secteurs de l'économie où on peut aller chercher des investissements. Fait qu'il faut avoir aussi une vision économique à long terme pour aller, ce que j'appelle, moi, sauter dans les locomotives du gouvernement du Québec puis du fédéral en termes d'investissement. La défense en est un. L'aéronautique, l'aérospatiale, les technologies d'information, la cybersécurité. Il y a des secteurs où nos gouvernements vont mettre l'argent, puis Montréal, on est bien positionné parce qu'on a des grappes importantes dans ces secteurs-là. Puis l'intelligence artificielle peut nous aider dans la gestion d'une ville. Les permis, la planification des chantiers, la planification juste des feux de circulation. Saint-Urbain, c'est une catastrophe ici en passant. C'est ça que je pense, c'est ça qu'on veut que je vais amener. Puis moi, je l'ai mis dans la plateforme que j'ai présentée, là, elle est divisée en 3 grands piliers. La première, c'est quoi les 10 actions qu'on fait dans les 100 premiers jours pour changer le bateau, pour que la direction du bateau change. Là. Deuxièmement, c'est quoi les chantiers que je vais porter pendant 4 ans, qui sont tous tes services de base. Puis il faut que ça aille vite. Là. Puis il faut qu'on règle beaucoup de choses en 4 ans. Service de base. Service de base. T'sais. Puis en même temps, travailler sur l'ambition de Montréal parce qu'on s'entend qu'on ne va pas comme se replier sur nous-mêmes pendant 4 ans puis pas penser qu'on peut se positionner sur des événements. Toi, tu es un gars d'événementiel. On a un stade qui va avoir un nouveau toit. Ouais. On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de perdre des événements pour Toronto? En fait, il faut arrêter de gérer notre ville, notre
notre province est payée en décroissance. Il faut revoir à la Il faut hausse. se là, puis propulser. Il 100 faut se propulser. Puis c'est pour ça que j'ai des chantiers où que je veux qu'on travaille sur l'ambition pour l'avenir de Montréal. Puis ça, je pense qu'on peut faire ça en même temps que gérer nos affaires de base. On va parler d'événementiel et tout ça après. Oui. Transport commun. Oui. Ben, écoute, moi, Ça, je suis j'ai une fille de entendu l'Est. dire locomotive fédérale, pas de tramway pour Ben, en fait, moi, je suis une fille de l'Est. OK? Puis j'ai toujours grandi dans l'Est. Si tu connais un peu Montréal, Oh, ouais. tu connais l'Est de Montréal. C'était, tu sais, pendant des années, des décennies, un pôle industriel manufacturier important. Aujourd'hui, on a pas loin de 50 millions de pieds de carrés de terrain à développer. Puis la seule façon de débloquer le développement de l'Est, c'est que le transport y arrive. Moi, j'habite en Pointe-de-l'Île, là. Puis moi, me rendre au centre-ville, là, dans le trafic, là, on l'a fait cette semaine, là, ça a pris 1h50. OK? C'est fou, c'est fou. En Montréal transport est à 2 heures de Montréal. Ben, c'est ça. Mais si j'avais du transport collectif efficace, ben, je serais capable de prendre un transport C'est électrique. quoi du transport Bon, électrique mais efficace? moi, Québec, on a passé à côté du REM. Ils ont dit non au REM. Là, on est rendu avec un projet de tramway. On ne peut pas aller en bas d'un tramway, là. L'Est mérite autant d'investissements. Tu sais que l'Est de Montréal, là, c'est aussi grand que la ville de Québec. Je vous crois, moi, j'ai organisé des événements au Stade olympique. J'ai travaillé là pendant 3 ans. C'est tellement un beau quartier, tout ça, mais il n'y a pas de transport. C'est ça. Fait que l'Est de Montréal, c'est aussi gros que la ville de Québec. C'est 10 de la population de la province, là. Fait qu'il y a de la place. Il y a de la place. Mhm. OK? Fait que la clé, c'est il faut le transport. Fait que oui, j'espère que Québec va pouvoir livrer notre tramway dans l'Est avec des stations où on va savoir où ce qui s'en viennent pour être capable de faire du développement. Quartier de vie, quartier d'emploi, connecté à un transport structurant. Ça, c'est la clé. Puis moi, j'ai dit, en plus de ça, il faut ressusciter le bureau de projet de la rue Notre-Dame. Parce que Louis-Polyte Lafontaine, on va finir. Là. Ils vont finir de faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont aller après s'occuper de la 40. Bon, après la 40, il faut que ça soit la rue Notre-Dame. Puis ça, c'est des événements majeurs. Mais écoute, c'est une des pires rues à Montréal, là. Si c'est pas la pire rue. Si c'est pas la pire rue. Puis honnêtement, quand tu veux te rendre au centre-ville, je veux dire, la Notre-Dame, c'est Catastrophique. Surtout que ça tout développe, là, fait qu'il y a tout tellement de monde. développe, puis là, en plus, tu sais, il faut que ça soit la rue Notre-Dame. Fait que moi, dans les 100 premiers, je veux travailler sur le bureau de projet de Notre-Dame. Je sais pas ça va être quoi. Demande-moi pas c'est quoi, je le sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à quelque chose. Moi, je m'en souviens, j'étais au secondaire. Je veux dire, ça fait longtemps, ça ne donne pas mon âge, là, mais... mais il y a du monde qui a été exproprié, là, sa rue Notre-Dame, Ben là, oui. pour développer Puis beaucoup de Notre-Dame. monde. Puis beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, qui est devenu une bande verte avec une piste cyclable dessus. Mais ça, c'est du monde qui habitait là. Fait qu'on a exproprié du monde. Fait qu'il faut qu'on arrive avec quelque chose sur le bureau de Notre-Dame. Puis moi, c'est ça que je souhaite. Maintenant, chaque quartier est différent. Puis que tu sois à l'Île-Bizarre, à Pierrefonds, à La Chine, comment on s'assure que dans chacun de nos quartiers, on développe un transport qui peut nous connecter à du intermodal? Que ça soit une gare, que ça soit un tramway, que ça soit le métro, que ça soit... Tu sais, comment on connecte ton milieu de vie avec ton milieu d'emploi, ton milieu d'études, puis c'est quoi le système local que tu as besoin pour que tu prennes de moins en moins ta voiture puis que tu te connectes à un système qui est en place. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut regarder dans certains quartiers à Montréal. STM, métro, autobus, c'est Oui. quoi la vision? Ben, On a un beau métro. Un métro Oui. super efficace. Oui. Il pourrait être de l'être plus, oui. Il faudrait qu'il soit Oui. beaucoup plus gros, mais on a une très belle base. J'ai la chance de voyager. Vous aussi, je pense que vous allez voyager. Oui. On a un très beau métro. Oui, on a un super beau métro. Mais encore une fois, tu sais, la ligne bleue, moi, ça fait au moins 35 ans qu'on l'a annoncé plusieurs fois. Puis finalement, on va l'avoir. On le voit, là, les pépines sont là. Ouais. Puis il va sortir de terre, puis on est content. Maintenant, le métro, lui, comme tel, la STM, tu le sais comme moi, qu'un transport collectif ne sera jamais un endroit où tu fais de l'argent, là. Je pense pas que le but, c'est de faire de l'argent, Non. mais c'est pas de perdre... Non, mais un transport collectif est un investissement. Si tu es capable de t'assurer de la mobilité de ta main-d'œuvre, de ton monde, bien, c'est sûr que ta productivité en année augmentée, puis au bout du compte, ta ville est en meilleure position socialement, économiquement, tout ça. Mais Peut-être la meilleure gestion aussi des finances. mais c'est ça que j'allais dire. C'est là. Mais en même temps, tu regardes le rapport de la vérificatrice générale sur la STM, qui a juste ouvert un petit coin de feuille, puis a fait comme OK, on va le refermer parce qu'on a peur. Tu sais, regardez juste un garage, puis il y a des pertes en termes d'équipement, puis il y a un travail à faire sur comment on fait le travail à l'intérieur pour que ça nous coûte moins cher. Puis il y a un travail à faire d'assainissement des dépenses, c'est sûr. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi des revenus potentiels
des édicules de métro peuvent être aussi du développement immobilier. On l'a vu dans Rosemont-Saint-Denis, qui Ben, on pourrait l'a générer vu, de l'argent moi, pour j'habite à aussi Laval. aider l'entretien. Ben oui, 100%. Moi, j'habite à Laval. Montmorency, ça l'a fait exploser, ce coin-là de Laval. Là. Ben imagine. Fait Ben oui, ben oui. qu'imagine tous Ben oui. les édicules qu'on a à Montréal sur nos stations. Il y en a plusieurs qui sont déjà identifiés. Puis je pense qu'il faut aller plus loin. Puis ils peuvent devenir des sources aussi de revenus pour la STM. En parlant de revenus, est-ce que les Montréalais ont atteint le quota du nombre de taxes qu'ils peuvent payer? Moi, je pense que je vais te le présenter La un peu plus question difficile. Ouais, non, mais moi, je me suis engagée à ne pas augmenter les taxes au-delà de l'inflation. C'est sûr que. Mais là, l'inflation en ce moment, c'est catastrophique. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, je comprends très bien qu'il y a un poids financier que les Montréal peuvent assumer jusqu'à un certain moment, parce que là, puis en plus, on perd du monde, puis tu sais. Mais moi, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que, puis c'est un peu technique, là, mais tu sais, les revenus fonciers n'ont pas vraiment changé. Mais quand tu regardes la valeur des bureaux du centre-ville, qui ont énormément diminué, la valeur foncière est tombée d'à peu près 12 Ouais. Fait que finalement, le poids du foncier a été déplacé. Parce qu'au bout du compte, on a plus d'argent. Donc, c'est les propriétaires occupants qui sont en train de payer en ce moment plus que le foncier, mettons, du centre-ville. Et ça m'inquiète. Mais le foncier des propriétés où on habite a explosé aussi, a Oui, augmenté. c'est ça. Là. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si ton centre-ville ne serait pas effondré comme il est en train de se faire en ce moment, bien, on serait beaucoup plus riche, mais le poids foncier serait plus équitable. Actuellement, ce n'est pas juste les propriétaires qui sont en train de payer le revenu foncier de la ville. Puis c'est ça qui arrive en ce moment. Ça, puis les grappes industrielles. Puis on n'a pas tant de grappes industrielles à Montréal, on s'entend. C'est Saint-Laurent, puis il y en a une coupe. Mais ton bâti au centre-ville, lui, est en train de descendre, puis il faut absolument relancer le On centre-ville. gère une décroissance. C'est Exact. ça qu'on fait en ce moment. C'est au centre-ville surtout. C'est le cauchemar d'une économie. Là. Oui. Bon, on va amener de la nouvelle argent. Oui. Puis ça sera encore mieux du tourisme parce que c'est de la vraie nouvelle argent. Oui, Vous avez au l'exploitation. fédéral. Exactement. Exact. Je t'ai dit du tourisme. Exactement. Bon, Montréal est une ville magnifique. On a des grands événements, que ce soit sportifs, culturels, etc. Palais des congrès qu'il faut qu'ils grossissent. Là. Oui. C'est quoi votre vision de l'événementiel touristique? Parce qu'on parle tout le temps du Grand Prix. Je suis un fan de vélo, le Grand Prix cycliste de Montréal, qui donne une visibilité incroyable partout. C'est quoi la vision? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'augmenter notre capacité d'accueil. Le stade olympique avec le nouveau toit va nous donner ça. Puis il va falloir que rapidement, on essaie de voir qu'est-ce qui s'en vient, comment on va être capable Comment on peut rentabiliser cet espace-là? Oui, parce que, je veux dire, une Taylor Swift serait venue à Montréal. Coldplay serait venu à Montréal. 100%, on est d'accord avec ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est important. Petite parenthèse, excusez, je vous coupe, mais je suis dans l'événementiel. Ben moi, oui. ça me... on le voit, là. Oui. Les grands stades comme ça, surtout avec un toit, bon, le Rogers Center, ça, on le voit, là. Les grands événements, parce que les artistes, bon, avec les réseaux sociaux, rejoignent de plus en plus de monde, attirent de plus en plus de monde, vendent de plus en plus de billets. On a besoin d'une salle. On a le Centre Bell, qui est une magnifique salle, mais on a besoin. On a besoin, exact. Tu vois, moi, quand j'étais ministre du Tourisme, on avait mis en place un programme pour attirer des événements, pour donner de l'argent aux organisations pour aller bider sur les événements puis gagner des événements. Ouais. Le retour en investissement, là, c'était du 11 pour 1. 9 pour 1. Ben oui. Je veux dire, l'argent neuf. L'argent neuf. Fait que c'est sûr que Montréal a la capacité de faire ça. Puis en plus, au niveau international, tu le sais, Montréal a une réputation. Les gens aiment venir à Montréal. Fait que si on augmente notre capacité d'accueil, les gens vont venir. Il y a une attractivité Montréal qui est réputationnelle aussi, mais elle a été beaucoup mise à mal dans les dernières années, avec la fameuse terrasse qui ferme pendant la F1, un cycliste qui tombe dans un nid de poule. Je veux dire, on a quand même une réputation qui a été un peu mise à mal. Je ne sais pas si tu avais vu William Shatner, le Star Trek, là, qui était descendu à un moment donné à Montréal. Puis là, il fait un post en disant « Mais voyons donc, j'ai jamais vu les chantiers, ces cônes oranges, c'est épouvantable. » Les routes, là, il était comme... Fait que c'est sûr qu'il y a une question réputationnelle qu'il faut vraiment gérer, qu'il faut régler, puis qui va venir par les fameux services de base qu'on doit mieux faire. Mais il faut absolument augmenter notre capacité d'accueil. Tu as mentionné le Palais des Congrès. Tu sais, quand je te disais tantôt qu'on est tombé en bas de Calgary, là, ben c'est vrai, là. Tu sais, Calgary... C'est quand même... on n'a rien contre Calgary, mais c'est quand même c'est très gênant que Montréal... on n'a rien contre Calgary, mais c'est Montréal. C'est Montréal, quand même. Oui, fait que il faut absolument travailler avec Québec sur la question du Palais des Congrès. Je pense qu'ils ont des bonnes idées.
C'est pas à moi à dévoiler leur plan, mais je pense qu'ils ont des bonnes idées. Moi, je vais être une alliée de ça parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'on peut aussi connecter le quartier des spectacles avec le quartier chinois, le Palais des Congrès puis le port de Montréal. Il y a une ligne là, que j'appelle la rue Clark qu'on peut développer pour justement développer d'autres lieux qu'on peut avoir des événements où on peut attirer des événements. Mais j'y crois énormément. On parle de tourisme. Mhm. Rue piétonnière à Montréal. On Moi, parle je du pense qu'il Vieux-Port faut en ce faire moment, attention. là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, le port de Montréal puis le Vieux-Montréal, piétonniser à l'année, ça va. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça parce qu'on n'a pas été construit comme ça. Pour y arriver, il faut y aller à petits pas. Moi, j'ai dans mon équipe Jean Baudouin, qui est candidat à la mairie du Plateau. Jean, il a travaillé sur la piétonnisation de la rue Mont-Royal. Puis l'autre fois, mon adversaire m'a critiqué en disant Ah, ben tu sais, vous avez déjà pas fait de pérennisation. Ben oui, c'est sous l'administration à l'époque qu'on avait commencé sur la rue Montréal. Il dit Ouais, mais c'était juste 3 jours. Ben c'est de même que tu commences. Tu sais, tu commences tranquillement. Des Puis à un moment, tests. tu fais des Ben, tests. tu Puis sondes le public. tu sondes le public. Puis tu sais, à un moment donné, puis tu évolues avec tes citoyens, puis tu évolues avec ton quartier, puis tu le transformes petit à petit. Est-ce qu'un jour, le Vieux-Montréal pourrait être un quartier piéton comme, mettons, la Rambla à Barcelone, tu sais? Je le sais pas. Je pense que c'est une vision à long terme qu'on peut se donner? Oui, mais tu n'en mets pas dans la gorge à tout le monde. Tu sais, je veux dire, t'écoutes le monde, puis tu le fais de façon respectueuse, puis en accompagnant. Tu sondes le monde, puis tu sais, il faut percer le système. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser personne derrière, là. Il faut le faire ensemble. On parle de sonder le monde, on parle de piétons. Oui. Mont-Royal, Camélien-Wood. Ah, moi, J'ai aimé les mois. Non, mais tu sais, moi, je suis sortie, je me suis présentée comme candidate au mois de février. Une des premières annonces que j'ai faites, c'est Caméléon. Je dis, moi, là, j'ai grandi à Caméléon. J'ai grandi en allant au haut du Belvédère. Quand j'étais enfant, quand j'étais arrivée avec mes grands-parents, parce que c'était à la sortie de la fin de semaine. Comme ado, parce qu'on s'en allait faire le party sur le Belvédère en haut. Puis, tu sais, comme là, adulte, d'aller se promener un peu parce que c'est beau. Puis, à un moment donné, toutes les administrations se sont assurées que Caméléon restait accessible, que la montagne restait accessible. Puis moi, je suis complètement contre de fermer Caméléon. Il y a eu une consultation publique. La ville ne l'a pas écouté. L'administration Rabouin-Pointe n'a rien écouté. Puis aujourd'hui, Rabouin dit, Luc, il dit « Ah, ça ne sera pas la priorité. On va pousser ça plus tard. » Non, mais dis-le que tu ne vas pas fermer. Mais il ne le dira pas parce qu'il pense, lui, encore, qu'une navette va régler le problème. Mais le navette, là, c'est l'autobus 11 qui part du métro Mont-Royal. Existe déjà. Fait que moi, je ne fermerai pas Caméléon. Est-ce qu'elle peut être plus sécuritaire? Absolument. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Je suis convaincue que oui. Est-ce que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin? Trouvons des solutions. Mais moi, je ne peux pas fermer. Je pense que ce n'est pas la solution de fermer Caméléon. 100 premiers jours, vous êtes mairesse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour changer la vie des Montréalais rapidement, dans le sens que... Moi, je pense que ça passe par ce que j'appelle une gouvernance de collaboration. Montréal a 19 arrondissements. J'ai 19 maires d'arrondissement. Moi, j'ai dit que je voulais une table des maires. Trop d'élus? Bien, c'est sûr qu'il y en a trop, mais on ne changera pas ça. Il n'y a personne, c'est comme si tu me dis on va ouvrir la Constitution à Ottawa. Là. Bon, il y a une règle, il y a une autre Constitution qui s'en vient. Là. Oh ouais, c'est un autre débat. On n'embarquera pas dans celle-là. Ça va être plus long. Ça va être plus long. Mais tu sais, on ne va pas revoir la structure de Montréal. Il n'y a personne qui va vouloir aller jouer là-dedans. Puis les Montréalais sont un peu fatigués de cette conversation-là. Tu sais, les fusions, des diffusions. Aujourd'hui, on a 19 maires d'arrondissement. On a des quartiers qui sont très forts au niveau de leur identité. Tu sais, Anjou, Saint-Léonard, La Salle, Plateau. Tu sais, tout le monde a son identité, puis c'est correct. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de créer une table des maires associée au comité exécutif. Ça veut dire que toutes les décisions qu'on prend, bien, elles doivent être exécutées. Donc, il faut que tu acceptes qu'on va exécuter. Si je décide qu'on va revoir les permis puis qu'on veut que les gens aient les permis en bas de 24 jours quand tu changes tes fenêtres, bien, moi, je veux savoir que tous les arrondissements sont capables de faire ça. Puis si tu n'es pas capable, comment je fais pour t'aider? Fait que là, vous dites une table des maires. Oui. Expliquez-moi, c'est quoi votre vision? Parce que là, bon, tout le monde va vouloir lever la main. Qui prend la décision finale? C'est vous? Non, mais c'est ça, je te dis. C'est ça l'affaire. C'est que tu dois accepter que tu vas gouverner de façon collaborative avec tes maires. Je comprends, mais la table, il faut quand même quelqu'un qui prenne la décision à la fin de la journée. Oui, mais le comité exécutif, là, si je décide qu'on va donner des permis en dedans de 24 jours aux citoyens de Montréal, puis moi, je dis aux tables des maires, bien, on parle des permis, on s'est donné des délais pour que les permis sortent plus rapidement. Tout le monde est d'accord. Si tu n'es pas d'accord, bien, tu vas aller parler à la place publique, tu vas aller t'expliquer à tes citoyens pourquoi tu ne veux pas t'engager à te donner des permis plus rapidement. Je comprends. Tu sais, à un moment donné,
c'est ça aussi. T'sais, je pense que oui, je suis prête à qu'on collabore, mais on se donne une feuille de route d'efficacité, le déneigement, la propreté, les permis pour qu'on construise plus rapidement. Je m'attends à ce que tout le monde accepte qu'on veut travailler mieux pour les citoyens. Mais après que tu me dis, je ne suis pas capable de le faire parce que Il Bizarre me dit, il me manque 10 ou 12 cols bleus, parfait. Comment on fait pour que tu aies tes cols bleus pour que tu fasses la job? Fait que c'est une façon très différente de travailler. Puis je sais que c'est pas plus facile, mais c'est ça que ça prend pour que le citoyen, où qu'il soit en ville, ait droit au même service puis à la même qualité de service. J'ai entendu le mot déneigement. Oui. Oui. Bon, dans les dernières années, on le sait, c'est très compliqué. Oui. Bon, l'année passée, la tempête du siècle, là, Mhm. les gens s'en allaient de Montréal parce que Ouais. les opérations de déneigement, premièrement, ça coûte extrêmement cher à la Mhm. ville. À Québec, on m'a même suggéré d'arrêter de déneiger les pistes cyclables l'hiver. Fait que c'est quoi puis on revient en arrière parce qu'on était presque en finale, mais je veux vous entendre parler de déneigement. C'est quoi la vision du Ben, déneigement? écoute, c'est sûr que Valérie Plante puis Luc Ramon, puisqu'il était président du comité exécutif, ils ont centralisé des activités de déneigement dans une volonté d'efficacité puis de moindre coût. Mais la réalité, c'est pas ça qui est arrivé. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Puis il faut revenir à comment on donne plus de pouvoir aux arrondissements. Puis ils sont allés plus loin. Hein. Ils ont dit, on va vous donner, les arrondissements, un déneigement d'urgence. Vous en faites plus, on vous donne une amende. On parle entre nous, là. C'est ça, comme pas de qu'une tête, là. Fait que Non, moi, parce je que c'est dis, nous autres qui payent à la fin de la journée. ben, Mais c'est je dis ça nous autres, qui les citoyens de paye, Montréal. c'est fou, là, tu sais. Fait que tu dis, non, moi, je te donne la capacité de faire ton déneigement. C'est sûr qu'il y a des rues qu'on appelle artérielles, tu sais, des rues qui touchent Sont tous plus les compliquées, arrondissements, ouais, sont plus ouais. compliquées. Puis revenir à une certaine... Qu'est-ce qui fait qu'on va être capable de déneiger rapidement? Puis encore une fois, moi, je me souviens à l'époque où moi, j'étais dans Saint-Michel. Moi, je regardais ce qu'ils faisaient à Saint-Léonard. Saint-Léonard déneigeait en bas de 10 cm. Nous, on déneigeait en bas de 20 cm. Fait que moi, je regardais, puis les autres, ils ont déjà déneigé. Nous, on a encore de la neige et trottoirs. C'est pas ça qu'on veut non plus. Fait qu'on veut être capable de donner un service qui est équitable, puis de la même façon à tout le monde. Puis je pense qu'une grande conversation à avoir avec les arrondissements sur comment on s'assure qu'on arrive à déneiger plus rapidement et donc rapprocher la décision du citoyen et donc de l'arrondissement. La vision de votre administration pour les 10 prochaines années de Montréal? Moi, Comment on voit ça? Moi, je pense que j'ai comme envie de te dire que je veux que le monde revienne voir ce qui se passe à Montréal parce qu'ils vont se dire c'est à Montréal que ça se passe. Qu'on redevienne cette ville où on allait voir au niveau de l'innovation, la créativité. Tu sais, on a créé il y a 20 ans le quartier des spectacles. Oui. Il n'y a pas beaucoup de centre-ville dans des lieux comme nous, ce qu'on a. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis en train d'y penser. Là, depuis... Il n'y en a pas. Non, il n'y en a C'est pas. toi, moi, fait que j'aimerais ça qu'on redevienne cette ville d'innovation, de créativité, basée sur ses grands talents, basée par ses grands événements, puis puis que sincèrement, que le cône orange, il arrête d'être symbole de l'inefficacité plutôt que de dire « Asti qu'on fait une bonne job ». Oui, parce que le cône orange, il est rendu. C'est ça. Puis derrière, je reviens de Tu sais Paris. qu'on arrête de parler de cône orange. Non, mais le monde, il nous parle de cône orange. Moi, je sais. C'est gênant. Mais c'est ça, fait que qu'on redevienne cette ville créative, innovante, puis qu'on vienne voir, puis qu'on devienne un exemple dans le monde. Je te le dis sincèrement, moi, je pense que Montréal a ce que le monde a besoin. 100%, on est une très belle ville. Oui. Est-ce qu'on pourrait être plus efficace? 100%. C'est ça. Surtout avec l'argent qui rentre ici. Là. Oui. Je Fait pense que qu'on moi, serait capable. j'ai envie de dire que j'ai changé la courbe au niveau de l'exode de famille, que j'ai changé la courbe au niveau des investissements, parce que là, la courbe, elle descend. Moi, je veux qu'elle monte. Puis moi, j'espère que dans 4 ans, c'est ça que je vais avoir fait. Un gros merci d'avoir Merci à accepté toi. l'invitation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.